Cette vidéo est financée par les membres de la chaîne. Cliquez sur rejoindre pour soutenir mon travail et bénéficier de toutes les séances sans pub et de 20 hypnoses inédites. Je reviens début septembre. En attendant, vous pouvez découvrir mon nouveau podcast Empathie, précommander si vous voulez mon livre Être zen, ça s'apprend avec 10 heures d'hypnose et un programme de 8 semaines anti-stress. Et vous pouvez même tester gratuitement une des hypnoses du bouquin. En attendant, bon été! Mozart, qui n'était ni connu pour son humilité ni pour sa santé mentale, disait ceci: le travail n'est rien sans le génie, mais le génie n'est rien sans le travail. Un homme du XXIe siècle rajouterait que le génie et le travail, ce n'est rien sans une bonne campagne de marketing digital. De génie et de travail, mon invité Guillaume Néry n'en manque pas. De marketing digital non plus d'ailleurs, puisque le clip Sous-marin qu'il a tourné pour Beyoncé a été vu, tenez-vous bien, 400 millions de fois. À ce niveau-là, ce n'est plus du marketing viral, c'est du marketing pandémique. Mais revenons-en au talent, c'est quand même le plus important. En une respiration, il plonge jusqu'à 126 mètres de profondeur. Imaginez, 5 fois la longueur d'une piscine. Et il peut rester 6 minutes sans respirer. Il prend une inspiration, et lorsqu'il est obligé d'en reprendre une autre, ses œufs sont cuits mollets. Sacrée performance quand on sait à quel point il est difficile d'avoir des œufs mollets. À quoi tient le destin? Ado, à un moment où le désir de vie le plus puissant et le plus commun est de ne plus avoir de boutons pour ne pas mourir un jour vierge et entouré de chats, Ado, lui et son ami se lancent un défi potache. T'es capable de tenir combien de temps sans respirer? Dans un comics ou dans un film, Guillaume l'emporterait sans souci et réaliserait dans la foulée que la morsure d'un dauphin radioactif et vicieux l'a doté de super pouvoirs. La réalité balançant souvent et généralement du côté du décevant, il est battu à plate couture par son compétiteur, mais néanmoins plus très ami. Et dans son lit, c'est peut-être le seul ado à faire ça. Il s'entraîne, il tient 1 minute sans respirer, puis 2, puis 3, etc. À quoi tient le destin? Peut-être à ne pas déclarer forfait au premier échec, ou bien être tenace, compétiteur, voire franchement têtu. Peut-être à ne pas se poser de questions et tenter. Peut-être à tirer des leçons de ses échecs. Ou bien encore à prendre le temps de faire quelque chose qui sorte de son quotidien. Ou bien à avoir un gros coup de peau. La veine, c'est d'habiter à Nice, à 2 pas de la mer. Il y a, il faut le savoir, très peu d'apnéistes dans la Creuse, en Suisse et même sur les rives de la mer Morte. Le Grand Bleu est heureusement passé par là et retenir son souffle est devenu cool. Il y a une école d'apnée et surtout 2 hommes, 2 mentors, qui voient en lui un jeune Amadeus des profondeurs. C'est peut-être à ça que tient le destin. Une main secourable, un conseil avisé, un regard bienveillant. Et c'est comme ça que le talent, démultiplié par le travail, se transforme en génie. Puis la mort frappe. Le grand frère en apnée de Guillaume Néry meurt emporté lors d'un entraînement en plongée extrême. C'est un présage funeste, mais il ne le sait pas. Le jeune homme est dévasté, mais peut-être le destin tient-il à l'inconscience, puisqu'il continue les entraînements et bat tous les records sans se soucier des risques. Jusqu'au moment où le destin frappe à nouveau à sa porte. Le destin, il faut le savoir, peut avoir un humour grinçant. En effet, Guillaume Néry réalise la plongée la plus profonde de l'histoire. Moins 139 mètres, mais sans le savoir. Il pense avoir atteint 129 mètres, le record du monde, mais les juges de l'organisation ont fait une grave erreur. Le câble qu'ils ont tendu fait 10 mètres de plus. Syncope, œdème pulmonaire, il frôle la mort. À quoi tient le destin? Peut-être à la capacité à savoir tourner la page et à se réinventer, ou peut-être à avoir la sagesse d'écouter sa femme, car c'est avec Julie Gauthier, sa compagne, qu'il va se réinventer. Ils vont concevoir et filmer des vidéos sous-marines dont la beauté est à couper le souffle. Ces petits bijoux artistiques, disponibles gratuitement sur le net, vont connaître un succès effarant, allant jusqu'à attirer l'attention de Beyoncé et Naughty Boy. Mais là, franchement, je radote. Et pour ne pas friser l'Alzheimer précoce, une dernière info. Guillaume Néry est un photographe sous-marin remarquable. Et pour ne pas friser l'Alzheimer précoce, une dernière info. Guillaume Néry est un photographe sous-marin remarquable, qui a gagné un prix international, peut-être sa prochaine métamorphose. Savoir sans cesse se réinventer, c'est peut-être ça, tenir son destin. La mer est changeante, la vie aussi. Proté, divinité grecque de la mer, peut changer de forme, il sait tout du passé, du présent et de l'avenir. En un mot, il connaît le secret destin de tout homme. Mais ce savoir, il ne le partage qu'avec ceux qui parviennent à le capturer. À quoi tient le destin? La vie est protéiforme. Peut-être faut-il prêter le regard à ces changements et devenir protéiforme comme elle. À quoi tient le destin? À ce qu'on en fait. La chance, elle,
finit toujours par arriver. Bonjour Guillaume Néry. Bonjour. On ne sait jamais quand le destin frappe à votre porte. Souvent quand on demande à une personnalité, à un artiste, quand elle a eu sa vocation, quand elle s'est rendue compte de ce qu'elle voulait faire, on a souvent une très jolie histoire. Parfois un petit peu trop belle pour être vraie, mais après tout, que serait Newton sans sa pomme et Archimède sans sa baignoire? Vous, le destin, il a frappé d'une manière assez amusante. Vous avez fait un pari un peu potache avec un pote quand vous étiez adolescent. Vous avez voulu voir combien de temps vous pouviez tenir sans respirer. Vous nous racontez un petit peu? Alors j'avais effectivement 14 ans, j'habitais à Nice et pour retourner à la maison, que ce soit après les activités sportives ou le collège, il y avait une trentaine de minutes de bus. Et puis un jour sur ce trajet en bus avec un copain, pour passer le temps, parmi les multiples défis qu'on avait pu se donner, on s'est amusé à arrêter de respirer, à prendre un chrono et à voir qui allait gagner. Et étant assez compétiteur, je n'imaginais pas que ce défi puisse se solder par une défaite. Et pourtant, ça s'est soldé par une défaite. Donc, je me rappelle avoir tenu 1 minute 30. Mon pote avait fait 2 minutes 09. Je me rappelle encore très bien du temps. Ah, c'est pas mal. Hein. Et donc, je suis rentré chez moi un peu amer avec l'idée de m'entraîner à la maison juste pour le battre la fois d'après. Donc en fait tout a commencé par une défaite. Je pense que j'aurais gagné ce jour-là, j'aurais rangé ce défi au placard et puis je serais passé à autre chose. Et grâce à cette défaite à la maison, j'ai recommencé l'exercice et puis j'y ai trouvé un certain amusement et une certaine fascination, une certaine excitation de voir que mon corps était capable de toujours repousser ses limites, que finalement ce que je pensais être une limite à 1 minute 30, ça n'en était pas une, que rapidement j'ai passé à 2 minutes, puis à 2 minutes 30, puis à 3 minutes. Et voilà, il y avait quelque chose de fascinant, de l'ordre aussi de l'interdit. Arrêter de respirer, c'est un peu un défi subversif. On est un peu à contre-courant de la normalité. C'est un pied de nez à la vie. Hein. La vie, c'est de respirer. Et moi, j'arrête de respirer et je vois jusqu'où je peux aller. Et donc, il y avait quelque chose de très fascinant. C'est souvent le cas à l'âge de l'adolescence. Et voilà, j'ai découvert que j'avais des capacités. Ça a été, on va dire, une première... ça a été un premier contact avec l'activité, mais ça n'a pas encore été le point de bascule. Mozart dit que le travail n'est rien sans le génie et le génie n'est rien sans le travail. Donc après, je suppose qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de travail. Et ce point de bascule, ça a été quoi? J'ai vu que dans votre vie, vous avez fait 3 grandes rencontres. La première, c'est votre mentor, Claude Chapuis, puis j'allais dire votre grand frère en apnée et votre ami Loïc Leferme, qui malheureusement est décédé au cours d'un entraînement. Et puis ensuite, Julie Gauthier, qui a participé à la création de vos vidéos. Pour ces 2 premières rencontres, de quelle manière ont-elles changé votre destin et votre parcours? Alors je rajouterais même une 4e rencontre qui va précéder celle de Claude Chapuis et de Loïc Leferme. C'est la rencontre avec Umberto Pellizzari, qui est un peu la grande légende de notre activité de l'après-Grand Bleu. C'est lui qui a vraiment développé et fait connaître l'apnée en France dans les années 90. Et moi, juste après ces expérimentations d'apnée dans mon lit, je tombe sur un reportage qui était diffusé en envoyé spécial à l'époque sur Umberto Pellizzari, un portrait d'Umberto Pellizzari qui était le grand champion, le surhomme qui battait tous les records en profondeur en apnée. Et là, j'ai eu un véritable choc. Je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Retenir mon souffle dans mon lit, c'est rigolo, c'est sympa pour impressionner les copains, mais là, j'y ai vu de l'aventure, de l'exploration, et j'ai eu l'impression que de le voir évoluer sous l'eau en train de battre ses records, c'était une espèce de mélange entre tous les grands fantasmes que j'avais quand j'étais enfant, avoir la vie de Tintin, l'explorateur, la vie d'un grand sportif qui est un champion qui bat des records, et finalement son parcours que je voyais comme ça diffusé à la télé depuis mon chez-moi de collégien. Ça a été un choc et je me suis dit j'aimerais bien faire ça. Et c'est là que je cherche
un moyen de pouvoir le faire de manière organisée, structurée. Et en cherchant, je me rends compte qu'il existe un seul club en France et il est chez moi, il est à Nice. Et donc ouais, le destin tout doucement m'ouvre ses bras et là je rencontre Claude Chapuis qui était la personne qui avait monté, construit cette école d'apnée à Nice. Excusez-moi, à partir de là, vous saviez que c'était votre vocation, que c'était votre destin? Vous avez dit, je veux faire ça et je veux faire uniquement ça. Disons qu'il y a un chemin qui se dessinait, mais je pouvais pas avoir ça en tête tant que je n'avais pas essayé, tant que ça ne devenait pas réalité. C'était encore de D'accord. l'ordre du fantasme, du rêve. Mais bon, j'ai eu beaucoup de rêves et de fantasmes quand j'étais jeune, hein. Je regardais le Tour de France et je voulais être un champion cycliste. Je regardais les footballeurs, je voulais gagner la Coupe du Monde. Et donc là, c'était un autre fantasme. Sauf que j'avais une petite intuition que j'étais un petit peu fait pour ça parce que j'arrivais à tenir très longtemps, retenir mon souffle très longtemps à l'extérieur. Déjà, je retenais mon souffle à peu près de l'ordre de 4 minutes 30, alors que j'avais 14 ans, personne ne me croyait, tout le monde me prenait pour l'adolescent mythomane, et pourtant c'était vraiment réel. Et le jour où j'essaye vraiment au contact de Claude Chapuis, ce fantasme devient réalité. C'est-à-dire que je découvre un club, je découvre des gens, je découvre une dynamique et je me rends compte que tout ce que je fais dans mon coin, ça peut se pratiquer d'une manière organisée et que potentiellement là, au pied de la maison, régulièrement, je pourrais plonger, progresser. Et là, à ce moment-là, je me dis, oui, là, l'apnée va prendre une place importante dans la suite. Et Claude Chapuis et ensuite Loïc Leferme. Très C'était rapidement, je quoi pour rencontre vous? Loïc Leferme. Donc Loïc Leferme, à ce moment-là, était lui aussi dans sa découverte de ses talents. Il était en train de battre ses premiers records, donc il avait 12 ans de plus que moi, donc bien plus avancé, bien plus mûr et avec beaucoup plus d'expérience. Moi j'étais le petit jeune de 15 ans, j'ai appris à le connaître entre mes 15, 16, 17 ans et j'ai assisté à son éclosion, j'ai assisté à son premier record du monde en profondeur. Lui pratiquait une discipline qui s'appelle le no limit, c'est la même discipline que le Grand Bleu, donc il a été pendant Mhm. plusieurs années d'affilée l'homme le plus profond du monde. Où on descend avec une sorte de gueuse, de Voilà, on poids descend qui avec une vous gueuse, attire c'est un très très lest vite. voilà, qui Ouais. permet de descendre très profond. Comme son nom l'indique, le no limit, c'est que tous les moyens sont bons pour aller le plus profond possible. Et donc il a battu 5 records du monde. Et lui, il a été le pont entre mon rêve et, euh, et ce fantasme qui devenait réalité. Le chemin à suivre, parce que j'avais sous mes yeux un athlète qui est devenu, avec les semaines, avec les mois, avec les années, un ami, et j'avais sous les yeux le parcours que je rêvais d'emprunter, puisque après ses premiers records du monde, il a commencé à pouvoir vivre de son activité, il a pu avoir des premiers sponsors, il a commencé à parcourir le monde pour faire des films, et donc cette vie que j'avais entrevue au travers du reportage d'Umberto Pellizzari, là, elle devenait plus palpable au travers de Loïc Leferme, qui en plus jouait un peu le rôle de grand frère avec moi quand il a vu que je commençais à progresser, quand il a vu les étoiles plein les yeux que je pouvais avoir, et qu'il a vu que j'avais un potentiel talent et une vraie aspiration à suivre ce chemin. Et donc il a vraiment été un guide pour moi, un grand frère. Il m'a pris sous son épaule, il m'a pris sous son aile et quand j'ai battu mon premier record du monde en 2002, après 5 ans d'entraînement intensif, il était là et c'est lui qui m'a vraiment mis le pied à l'étrier. Donc aussi bien d'un point de vue sportif que d'un point de vue de la carrière. Mhm. Et de comment transformer une passion en une véritable, en un art de vivre. Je dirais pas un travail, parce que j'ai beaucoup de mal à employer ce mot travail quand on arrive à vivre de sa passion, mais oui, c'est devenu le moyen pour moi de vivre, et ça, je le dois beaucoup à Loïc. J'ai lu que vous étiez un petit peu rondelet quand vous étiez jeune et pas vraiment un fan de sport. J'ai cru voir l'histoire de ma vie là-dedans. Est-ce que finalement c'était aussi une revanche au départ? Oui, alors non, je dirais pas que j'étais pas fan de sport. Non, non, j'étais un fan de sport, mais en tant que spectateur d'abord. Ensuite,
j'ai essayé différents sports où effectivement il s'avérait que je choisissais jamais le bon et donc l'impression de ne pas vraiment être très très doué. Et finalement, il y a d'autres sports que je pratiquais avec mes parents depuis que je suis tout petit, hein, depuis que j'ai 4 ans. La randonnée en montagne, le cyclisme, le vélo, que je pratiquais pas de manière cadrée dans un club, dans un cadre de compétition, mais que je pratiquais de manière assidue et finalement pour lesquels j'ai développé des bonnes compétences et des bonnes qualités. Donc j'ai toujours aimé, été attiré, mais effectivement, physiquement, j'étais un petit peu mou, un petit peu pâteau, un petit peu rondouillé. Et puis à l'adolescence, à un moment donné, il y a une bascule parce que j'ai consacré de plus en plus de temps à faire du sport, à m'occuper de moi, à rentrer en connexion avec mon corps. Et puis tout doucement, je me suis métamorphosé en athlète. Ouais, ça a développé une vraie confiance en vous? Ah, c'est certain que passer du point de vue du spectateur du sport envieux à un moment donné à un acteur qui en plus arrive à s'épanouir dans ce sport que j'aimais tellement. Forcément, on prend beaucoup de confiance et surtout quand on se rend compte qu'on a un talent, qu'on arrive à l'exploiter ce talent et puis tout doucement on gravit les échelons et puis voilà, quand je suis devenu un espoir dans mon activité, un des meilleurs français, c'est une véritable revanche, ça c'est certain. J'ai eu la chance en tant que psy et coach de faire de la préparation mentale pour de grands sportifs, par exemple dans le basket ou le golf. Mais j'ai eu aussi la chance de participer à la préparation mentale d'un monsieur de 65 ans qui faisait de l'apnée en amateur. Et en travaillant sur la baisse de stress, sur la respiration, il a réussi à doubler son temps d'apnée statique. J'étais très très content. Mais en, en étudiant votre vie, en réfléchissant à ce que vous faisiez, je me suis dit, comment fait-on pour s'entraîner? On soulève pas des haltères, vous n'allez pas faire de la course à pied non-stop, vos poumons ils sont peut-être comme ils sont. Comment fait-on pour faire sa propre préparation physique d'abord et sa préparation mentale? Alors étonnamment, on, on- on utilise beaucoup d'autres sports et d'autres activités sportives pour se préparer à plonger en apnée. Et Mhm. oui, et je cours, et oui, je soulève des haltères aussi, pas mal de prépa D'accord. physique d'un point de vue musculaire, puisque je pratique une forme d'apnée où je descends et je remonte de manière autonome, c'est-à-dire que je nage dans les grandes profondeurs pour atteindre mon objectif en palmant, et je remonte en palmant. Donc Mais ça vous fait pas consommer plus d'oxygène d'avoir davantage de muscles? ben, faut trouver après. Voilà, musculation ne veut pas juste dire développer sa masse musculaire. Musculation, c'est aussi développer ses qualités physiques d'un point de vue vitesse, d'un point de vue puissance. Et à un moment donné, il y a un juste ratio à trouver. Mhm. Et donc, ça doit passer par de la pratique de prépa physique où bah, peut-être qu'on va gagner un petit peu en masse musculaire, mais si derrière, ça nous fait beaucoup plus efficace dans notre mouvement. Et D'accord. ensuite, c'est couplé à des entraînements en apnée aussi. Et même sur les dernières années, j'ai pas mal développé des techniques de musculation en apnée où on va gagner en qualité musculaire, mais en étant proche de l'activité spécifique, c'est-à-dire ne pas respirer. Donc, pour se préparer à aller très profond en apnée, c'est vraiment une véritable préparation de sportif de haut niveau, avec beaucoup de transversalité dans les activités employées. Chacun a un petit peu sa sauce, et c'est ça qui est passionnant et intéressant. Moi, pendant longtemps, je faisais beaucoup de ski de fond pendant l'hiver pour travailler l'endurance, pour travailler le métabolisme lent. Mhm. J'ai passé beaucoup de temps dans l'eau, évidemment, pour travailler la technique. L'apnée, c'est une activité où il faut être le plus économe et le plus fluide dans l'eau. Chaque mouvement parasite, bah, ça va nous coûter de l'énergie, étant donné que l'eau nous offre une grande résistance à l'avancement. Bah, il faut être techniquement irréprochable. Il faut que chaque mouvement nous permette d'aller le plus loin possible avec un minimum de consommation possible. Ensuite, il y a un énorme entraînement à l'apnée tout simplement, donc par de l'apnée statique, par de l'apnée dynamique, ou en piscine, on va faire des longueurs sous l'eau pour habituer l'organisme à nager donc sous l'eau
sans apport d'oxygène. Et puis sans oublier un énorme travail au niveau de la souplesse du corps, donc avec des exercices de yoga, puisque quand on plonge en profondeur, l'organisme est soumis à une énorme pression, et cette pression demande d'être très souple. Donc si on ne fait que de la préparation physique sans travailler la souplesse, à un moment donné, on ne va pas arriver à accepter cette pression en profondeur. Donc il y a toujours un juste équilibre à trouver. Et la préparation mentale? Alors la prépa mentale, c'est un vaste sujet. J'avais essayé de faire appel à un moment donné à un préparateur mental, et puis j'avais pas. Il y avait un truc sur lequel j'accrochais pas parce que j'avais l'impression que l'apnée nous amenait dans une telle profondeur de soi que c'est presque une psychothérapie qu'il faut faire pour vraiment arriver à se comprendre et arriver à se regarder soi-même et à être dans une vérité, dans une honnêteté par rapport à soi-même. Et donc pour moi, la prépa mentale, finalement, elle s'est réalisée au long cours, vraiment dans ma progression pendant 25 ans de pratique. Chaque plongée est l'occasion de comprendre et d'intérioriser, d'être dans un tête-à-tête avec soi-même, et d'évolution et de progression. Et j'ai pas vraiment réussi à adhérer avec l'idée qu'on va prendre une technique de prépa mentale et qu'on va l'appliquer et que ça va être automatiquement comme une baguette magique, comme un coup de baguette magique, une recette miracle pour appréhender ses peurs, ses émotions. Donc en fait j'ai fait mon chemin un peu tout seul. En allant piocher à droite à gauche dans différentes techniques. Pareil, on me demande souvent, mais est-ce que tu as fait de l'hypnose, est-ce que tu as fait de la sophrologie? Non, j'ai jamais fait une seule séance ni d'hypnose ni de sophrologie, mais en fait quand je parle avec des spécialistes, les méthodes et les techniques de respiration que je vais adopter avant de plonger, finalement c'est une forme d'auto-hypnose. Oui, ou de méditation aussi. Ou de méditation, beaucoup. Exactement. Donc en fait... voilà, il y a tout un tas de disciplines dans lesquelles, sans trop m'en rendre compte, je suis allé piocher et je me suis construit un peu ma cuisine personnelle. J'ai lu dans une interview avec Christophe Onodibio cette très jolie phrase. Vous disiez arrêter de respirer, c'est se dévêtir de tout, diluer son ego, n'être plus qu'une goutte d'eau parmi des milliards de gouttes d'eau, retrouver l'animal qu'on est, se déconnecter de ce qui pollue, se reconnecter à ce qui régénère. Vous le verrez, vous le savez, l'eau a un pouvoir puissant. Bah, je comprends que vous n'ayez pas vraiment besoin de préparation mentale ensuite. Mais voilà, mais ça c'est pas... Tout ça, c'est une espèce de ressenti et de compréhension qui se fait sur le temps long. Quand j'ai commencé l'apnée, sur mes premières années, j'avais une approche beaucoup plus sportive, entre guillemets. Compétitive et sportive, même dans mon rapport à la profondeur, j'y allais animé d'un esprit de conquête. Et j'articulais vraiment ma progression autour de l'idée du défi. Et puis ça marche jusqu'à un certain moment, et puis on se retrouve face à des blocages qui sont d'abord de l'ordre physique avant d'être de l'ordre mental, mais on se rend compte que pour aller au-delà de ces blocages, il faut changer le logiciel. Et il faut apprendre effectivement à apprivoiser le milieu aquatique, il faut apprendre à lâcher complètement prise, à essayer d'être nous-mêmes plus dans une logique aquatique fluide que dans une logique frontale. C'est un peu comme si vous étiez... Non, je dis ce n'est que par l'expérience et par la confrontation au milieu que l'on apprend à évoluer. Et peut-être qu'on aurait pu me le dire, tout ça d'entrée. Au bout de quelques années de pratique, on m'aurait dit, alors voilà, le mode d'emploi, c'est faut y aller comme ci, comme ça. Ton mental, il doit être comme ci, comme ça. Il faut que tu lâches. Mais je pense que pour une véritable appropriation, il faut faire le cheminement de l'expérience. Et tout ce que je peux partager avec des mots, c'est issu de centaines de milliers d'heures dans l'eau. C'est un peu comme si vous étiez parti du combat pour aller vers l'union. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Si je me rappelle l'état d'esprit de mes
déjà de mes premières apnées dans ce concours dans le bus, voire même mes premières immersions. Il y avait vraiment cette idée de partir affronter l'élément. On part l'affronter parce qu'il est hostile, parce qu'il nous offre une résistance, et ça peut marcher au début. Mais déjà, un, on ne prend pas de plaisir, et deux, on peut se faire mal, on peut se blesser. Rapidement, on se rend compte qu'il faut changer, et ça prend du temps. Ça prend du temps. Je pense que si vous aviez eu 5 euros à chaque fois que quelqu'un vous a parlé du Grand Bleu, vous seriez plurimillionnaire ou peut-être plurimilliardaire. Ça a été un film qui a marqué toute une génération et donc forcément quand on pense à ce que vous faites, il y a d'abord les images de ce film qui s'interposent. Alors les plus jeunes ne connaissent pas forcément, bien sûr, mais qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Est-ce que si vous preniez le film comme référence, vous pourriez nous expliquer la différence de votre pratique? Déjà, vous ne plongez pas dans du no limite, hein, c'est-à-dire le but d'aller le plus vite, le plus rapidement possible. C'est plus doux, c'est peut-être plus respectueux. Euh, voilà, comme si vous étiez un policier qui regarde un film policier et qui rigole parce que c'est pas très réaliste. En regardant Le Grand Bleu, vous en pensez quoi? Alors, je suis passé par plein de stades en regardant le Grand Bleu. Mhm. Au début j'étais presque dans une désacralisation volontaire du Grand Bleu qui était presque de l'ordre de la provocation quand on parlait du Grand Bleu. Parce que effectivement on nous en parlait trop et cette image de l'apnéiste qui a une approche euh, de, une approche d'allumé complet, parce que c'est vrai que quand on voit ces Mhm. deux personnages, ils sont complètement déconnectés de la réalité, ils sont dans une quête à la vie à la mort, hein, et c'est réellement ce qui se passe, hein. Ils vont tous les deux se sacrifier pour cette quête. Euh, euh, voilà, moi j'étais un petit peu aussi voilà, dans cette éducation avec Claude Chapuis et Loïc Leferme qui, eux, voulaient absolument montrer que l'apnée c'est cool, c'est fun et tout le monde peut le faire. Moi je suivais un peu comme le petit jeune et je suivais leur message en disant ouais, l'apnée, le Grand Bleu, ouais, c'est n'importe quoi, c'est pas ça, etc. Puis ensuite j'ai pris un peu de maturité, un peu de recul et j'ai réalisé en fait la puissance de ce film. En fait, on doit tout au Grand Bleu. Aujourd'hui, si l'apnée est ce qu'elle est, aujourd'hui, si je fais ce que je fais, c'est par le Grand Bleu. Et heureusement que Luc Besson a réussi à mettre la puissance romanesque dans le film et il a créé ces personnages qui dépassent la réalité. C'est ce qui a fait que le film a eu cet impact. Donc aujourd'hui, j'arrive vraiment à lire et à voir et à dissocier ce qui est de l'ordre voilà, ce qui est de l'ordre du romanesque versus le réel. Ensuite, ce qui est très fort dans le film, c'est que je trouve qu'il a réussi, dans toutes ces images sous-marines, à vraiment faire passer les émotions de ce que l'on peut ressentir sous l'eau, au travers du bruit, au travers de la musique. Le travail et la musique d'Eric Serra joue un rôle dans le film prépondérant. La musique nous amène immédiatement dans cet univers sous-marin, calfeutré, dans ce monde qui n'est pas le monde du silence, mais qui est un monde où règne une ambiance sonore. Et je trouve que la musique d'Eric Serra accompagne parfaitement les images. Et je trouve qu'il y a une grande puissance dans le film. Euh, et il y a peut-être quelque chose euh, il y a peut-être quelque chose qui n'est plus de cet ordre aujourd'hui dans les compétitions d'apnée. C'est le fait que et encore, c'est même pas vrai, puisque dans le Grand Bleu, on voit que les compétiteurs, c'est une grande famille. Même Mhm. s'ils sont adversaires, on les voit tous ensemble. Ils sont une espèce de petite communauté qui se retrouve à un endroit pour s'affronter. Et c'est vrai que c'est un peu ça l'esprit des apnistes et des premières compétitions moi, que j'ai pu faire. On est une véritable communauté, une famille, et on plonge ensemble. La différence, c'est qu'on est des gens complètement normaux et qu'on aime la vie bien au-delà d'aller battre des records. Chose que montre pas forcément le film. Mais voilà, c'est aussi cette force du récit qui a contribué au succès du film. Mais au final, c'est un film référence pour nous. À propos de vie, votre mère était pétrie d'angoisse à chaque fois que vous plongiez.
Est-ce que vous pensez à la mort quand vous plongez? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez dû dépasser ou simplement vous étiez jeune, insouciant et vous n'y pensiez pas? Alors, pendant toutes les premières années de ma carrière, mes premiers records, c'était une donnée qui était totalement absente. Et c'était pas de l'inconscience, c'était vraiment, je pense, une vision assez réaliste que on pratiquait certes une activité engagée, mais qu'on mettait tellement de sécurité, on était tellement pas dans cette quête-là que elle faisait vraiment pas partie du décor. Euh, Moi, j'avais pas l'impression que je risquais ma vie quand je plongeais très profond, parce que j'ai plongé tellement progressivement. J'ai commencé en allant à 5 mètres, à 10 mètres. Quand on va à 5-10 Mhm. mètres, il n'y a pas l'idée de la mort. On descend, on voit la surface, on remonte. Et puis ensuite, après 10 mètres, on va à 12 mètres, et puis on va à 14 mètres, et on y va tellement progressivement qu'on n'a pas l'impression, à un moment donné, de franchir un cap, un palier qui nous fait dire que avant ce palier, on est dans la sécurité, et au-delà, on est en train de risquer notre vie. Et toute cette émulation et le fait que l'on plonge tous ensemble, qu'on pratique la même chose, que l'on se surveille les uns les autres, et que globalement, chaque plongée se passe très bien, on reste vigilant parce qu'on sait qu'on est dans une activité où il y a un degré de risque, comme n'importe quelle activité où on est en pleine nature, mais c'était pas présent. Le premier appel à l'ordre, en tout cas la première confrontation avec la réalité, ça a été la mort de Loïc Leferme. Loïc Leferme est décédé en 2007 sur un entraînement en apnée dos limite. Donc No Limit, comme son nom l'indique, c'est quand même la discipline la plus extrême dans la profondeur. C'est là où il y a eu le plus d'accidents dans l'histoire de notre sport. Et un jour, il y a eu un problème et il est décédé. Et alors là, ça a été la fin de l'innocence, on va dire. Et à partir de Mhm. là, je suis rentré dans un autre rapport où la mort n'était pas omniprésente, mais à un moment donné, elle pouvait s'inviter. Elle pouvait s'inviter voilà, dans mon paysage mental, quelque part. Il pouvait y avoir cette idée que elle est là et elle fait partie de la. Elle peut être une conséquence du risque que l'on prend. Et donc là, c'est vrai qu'il a fallu, ouais, il a fallu faire vraiment un travail pour aller au-delà, le prendre en considération, hein, prendre ce risque en considération, l'accepter. À un moment donné, il fallait juste, il ne fallait pas éluder cette possibilité-là, mais il fallait plutôt la regarder en face et agir en conséquence, c'est-à-dire en étant encore plus dans une quête de sécurité et en étant beaucoup plus à l'écoute de notre intuition, de notre instinct. Je dis nous parce que cette mort a marqué vraiment tout notre groupe d'apnéistes niçois. Mhm. Ça a eu un retentissement dans le monde entier, mais à Nice particulièrement, ça a été un traumatisme duquel on a mis beaucoup de temps à se remettre. Et moi, j'ai pu guérir de ce traumatisme-là en allant participer à des compétitions à l'étranger, en allant plonger ailleurs pour finalement m'enlever cette lourdeur que je pouvais avoir sur mes épaules. Avec Loïc, on était les deux champions, et puis à un moment donné, il y en a un qui disparaît. Et donc forcément, tous les regards et toutes les craintes vont se remettre sur l'autre, sur le plus jeune. Mhm. Attention, hein, fais attention à toi. Hein. Voilà, c'est déjà beaucoup trop d'avoir perdu Loïc. On tient à toi. Ça, c'est d'une Est-ce que lourdeur. ça vous a bridé? Ça vous a Ah, il y bridé? a eu un moment, oui, oui, j'ai eu 2-3 ans un peu compliqués, et puis ensuite il a fallu que j'aille rechercher, pas de l'insouciance et de l'inconscience, mais de la légèreté. Et j'ai eu besoin de nouveau, enfin en tout cas, d'aller plonger un peu ailleurs et d'aller m'entraîner dans d'autres endroits, dans un autre environnement. C'est là que j'ai commencé à plus voyager, et ça m'a permis de revenir après à Nice en étant débarrassé de ce poids de l'héritier. Il y a du dauphin. Euh, moi, je crois pas qu'il y ait de morts stupides et des morts intelligentes. L'intelligence, pardon,
l'imprudence, elle n'est pas venue de vous, mais de l'un des organisateurs d'une compétition qui a, au lieu de marquer la limite des 129 mètres que vous deviez atteindre, a oublié, je crois, l'un des repères et vous avez plongé jusqu'à 139 mètres. Vous avez pu, sans le savoir d'ailleurs, hein, c'est ce qui est terrible, vous êtes remonté à 10 mètres de la surface. Vous avez fait une syncope, c'est-à-dire que quand on plonge comme vous plongez, parfois c'est l'augmentation du CO2 qui dit il faut respirer, et là vous n'avez pas eu ça et vous êtes tombé dans les pommes et ça a été grave, je crois que vous avez fait une embolie même pulmonaire. C'est souvent un cliché de dire que quand on voit la mort ou quand on l'affronte, on change de vie, mais moi en tant que psy, j'ai pu le vérifier des dizaines et des dizaines de fois, on en sort différent. Est-ce que ça a été la même chose pour vous? Est-ce que ça vous a transformé? Est-ce que, d'une certaine manière, la mort de votre grand frère d'apnée avait enfoncé le clou une première fois et ça a fini de l'enfoncer? De quelle manière ça vous a changé? Oui, c'est certain, ça a été un traumatisme, une véritable peur qui a marqué la fin de la quête des records. Alors, il y avait eu d'abord Loïc, ensuite il y a eu un autre accident qui s'est soldé par un décès en 2013 d'un apnéiste duquel j'étais pas vraiment proche, mais qui est décédé sur une compétition. C'était jamais arrivé avant. Les accidents mortels avaient lieu que dans des tentatives isolées en nos limites, en compétition, dans les disciplines comme j'ai toujours pratiqué, c'est-à-dire autonomes sans assistance extérieure. Il n'y avait jamais eu de problème. Et puis là, il y avait eu un premier mort. Donc ça a été un deuxième, voilà, une deuxième alerte, parce qu'après la mort de Loïc, il y a eu un côté rationnel de se dire bon, Loïc pratiquait quand même une discipline où il y a un niveau d'engagement qui est tel qu'on ne peut pas tout maîtriser. Quand on est en nos limites, on dépend de la technique. À un moment donné, s'il y a une défaillance technique en bas, Loïc ne pouvait pas être en mesure de remonter tout seul. Là où, dans ma discipline, je vais toujours à un endroit où je suis capable de revenir tout seul. Et donc du coup, c'est vrai que on s'était tous dit, bon, nous dans ce qu'on fait, les disciplines de compétition, ça peut pas nous arriver. On peut nous arriver des accidents, mais pas aller jusqu'à l'accident fatal. Et puis là, il y a cet accident en 2013 avec un athlète qui décède. Et là, hop, deuxième réflexion. En 2015, juste avant ce championnat où j'ai mon accident, un mois avant, il y a encore un accident mortel, un peu inexpliqué, de la plus grande championne d'apnée de tous les temps, qui s'appelle Natalia Molchanova. Elle disparaît sur une plongée un peu anodine, et on la retrouve jamais. Et elle incarnait pour moi l'espèce d'assurance qu'on peut pratiquer l'apnée à tous les âges, parce qu'elle avait 50 ans. Ou 51 ans quand elle est décédée. Elle avait tous les records du monde. Et donc quand on posait la question, mais jusqu'à quel âge vous allez faire ça? Je disais, bah regardez, nous on a une championne, elle a 50 ans, elle bat encore tous les records du monde. Et puis quand cette référence-là disparaît, là il y a un point de repère qui s'effondre. Il y a une véritable construction intérieure qui s'effondre, et donc du coup j'avais plus rien à répondre à ça. J'avais plus rien à répondre à cette question, jusqu'à quand aller, où est-ce que je vais m'arrêter. Finalement la réponse presque qui se dessinait sans que j'aie à la dire, c'était bah, j'arrêterai quand j'aurai un accident et que je mourrai. Or je voulais absolument pas donner cette réponse, parce que c'est absolument pas comme ça que j'envisage la suite. Donc vous avez eu de la chance d'avoir un accident avant que ce soit trop tard. Plus tard, un mois plus tard, j'ai cet accident-là qui n'est pas fatal, où effectivement je pars pour tenter un 5e record du monde. Et assez... alors j'avais des pensées un peu spéciales, un peu noires depuis quelques plongées, parce que j'étais encore, je pense, assez endeuillé par la disparition de Natalia Molchanova, et je peux pas dire que j'avais une intuition, mais en tout cas il y avait un truc qui n'était pas normal, mais pour autant dans les plongées précédentes, mais pour autant à chaque fois dans la réalité je ressortais de l'eau et j'étais dans un confort, j'étais bien, je maîtrisais comme jamais je n'avais maîtrisé mes plongées, et donc j'arrivais à balayer ces craintes par un rattachement à la réalité. Non, ça se passe bien, je suis prêt, j'ai jamais été aussi prêt. Et donc je réalise 126 mètres en compétition, une de mes plus belles plongées avec beaucoup de facilité. Le record du monde était à 128, donc je me dis
Je tente 129, ça y est, je suis prêt. En apnée, c'est une particularité, on annonce avant la profondeur que l'on veut tenter. On demande de mettre le câble, on descend le long d'un filin qui est marqué, et ce filin nous amène jusqu'à une butée, qui est l'endroit où on doit récupérer un petit témoin, et si on demande 129 mètres, le bout du câble, c'est 129 mètres. On ne peut pas se dire en bas, ah, tiens, je suis bien, pourquoi pas aller un peu plus bas, ce que l'on voit dans le Grand Bleu. Mais dans le Grand Bleu, c'est encore une fois un film. Dans la réalité, on annonce et on va là où on annonce. Point barre. On ne réfléchit pas pendant la descente. On n'est pas à se dire tiens, je suis bien, je fais un peu plus, un peu moins. Non. On annonce un truc, on y va. Donc moi, quand je plonge pour ces 129 mètres, je ne me pose pas la question de où je vais. Je vais à 129 mètres. Évidemment, si au cours de la descente, je me sens vraiment pas bien, j'ai tout à fait le loisir d'arrêter et de remonter. Mais si je suis bien, je me dis pas tiens, je vais faire 2-3 mètres de plus. Donc quand je descends, étant donné que je me sens bien, je me dis je vais en bas. Et sauf que ça met un peu plus de temps que prévu. Dans ma tête, je trouve que c'est long. Mais j'envisage pas d'autres scénarios que de ne pas être peut-être suffisamment lucide pour bien interpréter la notion du temps. Ou alors je me dis qu'il y a un peu de courant et donc du coup c'est pour ça que c'est un peu plus long que d'habitude. J'envisage pas une seconde que le câble soit mal réglé. Donc je vais jusqu'en bas. Et en fait, je vais jusqu'à 139 mètres puisque le câble avait été mal réglé et il y avait 10 mètres de plus. Et donc en bas, je récupère mon témoin et je me dis, bon, ça a été un peu long, mais bon, voilà, ça y est, j'ai fait la moitié du chemin et je remonte. À quelques mètres de la surface, je perds connaissance. Je ne peux pas vous décrire ce qui s'est passé dans ma tête les 30 secondes ou la minute qui précède cette perte de connaissance, puisque la syncope efface les derniers souvenirs qui précèdent l'accident. Donc je peux pas témoigner de ce qui s'est passé. Je peux juste regarder les images qui ont été tournées où je vois que les 20-30 derniers mètres avant d'arriver à la surface, je commence à fatiguer et mon mouvement n'est pas celui qu'il doit être. Je peine énormément. Et à 8 mètres de la surface, je perds complètement connaissance. Et voilà, au début, à la surface, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Déjà, je tombe dans les pommes. Je mets 20-30 secondes avant de revenir à moi. J'ai un œdème pulmonaire, donc j'ai du sang dans les poumons. Je mets beaucoup de temps avant de revenir. J'ai de l'oxygène, on m'administre de l'oxygène pur pour accélérer ma récupération. Quand je reviens à moi, je vois qu'il s'est passé quelque chose de grave. Et puis quand je retrouve mes esprits, je comprends que j'ai loupé mon record, mais j'hallucine de voir que j'ai fait un accident grave alors que je pensais parfaitement maîtriser mon élément. Donc au début, je suis vraiment en désespoir. Pas forcément en désespoir de ne pas avoir battu un record, ça arrive dans le sport de ne pas réussir à battre un record, mais de voir que ça s'est vraiment pas passé comme je l'imaginais. Et puis au bout de quelques minutes, je me dis tiens, je vais quand même regarder ma montre. Tiens, combien de temps ça a duré cette histoire ? Normalement, moi je sais exactement, je suis comme un logiciel qui est calibré à la seconde près. Je sais qu'une plongée comme ça, elle aurait dû durer 3 minutes 25. Et là, je vois 3 minutes 50. Oh, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Et à côté, je vois le chiffre de la profondeur que j'ai atteint. Et je lis 139 mètres. Et même là, sur le coup, je n'y crois pas. Je me dis c'est mon ordinateur qui a un problème. Et en fait, j'ai plongé avec 2 ordinateurs, le mien plus celui officiel de l'organisation. Et je vois dans les 2 ordinateurs qu'il y a ce chiffre-là qui est invraisemblable qui est annoncé. Et là, je comprends. Je dis d'accord. Je fais un lien entre la gravité de l'accident et ce que je vois. Et je comprends qu'il y a eu une erreur. Premier sentiment que j'ai, c'est le soulagement. Pour vous dire à quel point c'est le soulagement de me dire ok, j'arrive à identifier ce qui s'est passé. C'est pas de mon ressort finalement. Si la tentative c'est pas ma faute. C'est pas ma faute. Si ça a été aussi grave, c'est pas ma faute. Bon, et puis après derrière il y a la colère, il y a la peur, et puis voilà. Et puis derrière je me dis bon ok, là je crois que je suis allé au bout de cette quête des records. En tout cas là pour l'instant de manière instinctive je dis stop, j'arrête. Et pendant 3 ans je plonge quand même encore. Et je vais tutoyer les profondeurs, mais sans quête véritable, sans objectif chiffré. 3 ans après, je retutoie les 100 mètres, je vais au-delà de 100 mètres, je fais une plongée hommage à Jacques Mayol, 30 ans après le Grand Bleu, où je plonge à 105 mètres, dernier record de Jacques Mayol, mais j'y vais en palmant et en maillot de bain, de manière la plus naturelle possible, dans l'eau glacée de la Méditerranée. Et donc ça a été un peu mon retour à la compétition, mais avec une autre approche, avec l'angle de l'expérience. C'était une expérience mentale et physiologique, de me dire, je descends en maillot de bain, sans combinaison, dans le froid, et j'essaie d'aller à plus de 100 mètres. Vous n'avez pas eu de stress post-traumatique ? Non. J'ai replongé dans les 10 jours qui ont suivi, j'ai replongé.
alors pas très profond, à 20-30 mètres. À 2 mois après l'accident, je retournais dans les 80 mètres. Voilà, j'ai récupéré physiquement et puis mentalement aussi. Puisque l'année dernière, je m'étais réentraîné pour les championnats du monde. Pas dans l'idée de faire un record, mais dans l'idée de retrouver les grandes profondeurs. Mais dans une quête de maîtrise, dans une quête de plus grande compréhension de la grande profondeur et pas dans la quête du petit mètre de plus. Et je suis quand même à la 120 mètres. Wow. Donc il est quand même proche de mon record personnel, mais ça fait toute la différence d'aller très profond sans être obsédé par un chiffre précis. Et du coup, je pense que voilà, ça amène une approche plus sécuritaire aussi. Mais bon, ça me permet quand même d'aller à 120 mètres. On est très peu dans le monde à pouvoir y aller, donc ça reste des plongées engagées. À partir de là, vous vous êtes lancé avec Julie Gauthier, votre comuse, hein, parce que vous vous inspirez tous les deux, et, dans une carrière que je n'ai pas peur de décrire comme artistique. Pour moi, ça représente un saut dans l'inconnu, c'est-à-dire passer d'athlète à artiste, c'est quand même... il faut du culot, il faut de l'audace. On vous voit dans des films merveilleux que vous mettez à la disposition de tous gratuitement. On vous voit courir sur les fonds marins, grimper le long de falaises englouties, voler parmi les cachalots, ramper sous la glace en Finlande, communier avec des cétacés. C'est magnifique. Et le tout avec une grâce absolue. Comment prend-on le risque de se réinventer aussi totalement ? Alors, quand on regarde a posteriori, on a vraiment l'impression qu'il y a eu la carrière sportive, fin, et on débute autre chose. Mais ça ne s'est pas du tout passé comme ça. En fait, tout s'est entremêlé. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à faire les premiers films, le premier film, Free Fall, j'étais encore compétiteur. C'était en 2010. Je me préparais pour... la piscine la plus profonde du monde, on est d'accord? Non, Free Fall, c'est le premier film où je plonge dans le gouffre le plus profond du monde, qui est en mer, c'est aux Bahamas. C'est le premier film en fait qui a été fait de manière, on l'a fait ensemble avec Julie, de manière totalement authentique, spontanée, sans réfléchir à se dire on va faire une œuvre, on va faire un buzz, non pas du tout. Je suis en pleine compétition, préparation pour une compétition, et au lieu de me reposer, de faire la sieste l'après-midi après les plongées profondes, on prend la caméra, je dis à Julie une idée que j'ai de mise en scène, elle me filme en apnée et moi j'évolue, on écrit... Voilà, j'écris le scénario presque comme ça, je ne l'écris même pas, je l'imagine et voilà, on tourne ces images. Le film, qui est très simple, il dure 4 minutes, c'est un court-métrage, il est disponible gratuitement sur Internet. Je m'approche d'un gouffre, un trou bleu, enfin un trou qui est plutôt noir même. Je plonge, je m'envole, et puis arrivé en bas, je remonte en grimpant. Scénario très très simple, mais les images font le tour du monde. Et derrière, ça m'amène à ça m'amène à être propulsé sur le devant de la scène, alors que j'avais déjà fait 4 records du monde avant. mais là, ça change complètement la donne. Et bon, ça nous donne des idées. On réalise d'autres films derrière. Et donc, c'est pas vraiment un risque en fait. On l'a fait comme ça de manière spontanée, ça a fonctionné. Et crescendo, on a avancé en faisant d'autres films. Et puis le dernier en date qui s'appelle One Breath Around the World. C'est une idée que j'avais depuis des années. Et puis à un moment donné, oui, là, il y a une prise de risque parce qu'il faut. Voilà, j'ai quasiment financé intégralement ce film. J'ai eu quelques soutiens. Mais c'était. Voilà, il a fallu de l'audace pour se dire allez, on part, on sait pas trop ce qu'on va ramener. J'avais écrit une trame, j'avais écrit des images idéales, mais quand on plonge dans le milieu naturel, quand en plus on veut faire intervenir des animaux, des humains, des décors insolites, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Quand je décide d'aller plonger avec les cachalots, on peut très bien ne jamais les rencontrer. C'est aussi la force de la nature. Et puis là, oui, on arrive à ramener des images uniques et voilà. Je ne sais pas si je peux parler de risque, parce que je l'ai fait tellement avec le cœur, et c'est tellement, c'est tellement quelque chose qui sort très profondément des tripes que c'est presque, j'avais pas le choix, je devais le faire. Et c'était pas un risque, parce qu'on est parti... au pire, si on ramenait rien, c'était quelques euros jetés par la fenêtre, mais en tout cas des expériences extraordinaires vécues. Voilà, il y avait un pari, c'est sûr, mais
il faut toujours un peu de chance aussi. Il faut la provoquer, hein, parce qu'il faut y aller, mais il faut aussi, quand on fait des images avec le milieu naturel, il faut aussi compter sur une part de chance. Et puis là, on a eu de la chance. En regardant vos vidéos, je me suis laissé vraiment happer. Il y a une qualité profondément hypnotique. Tout se fait dans une fluidité parfaite. Et j'ai essayé de retrouver des sources. Je me suis dit, est-ce que ça ressemble au film avec Esther Williams, les comédies musicales sous l'eau? Est-ce que ça ressemble à Cousteau, Le Monde du Silence? Non, non, je retrouvais rien de tout cela. Est-ce que vous avez eu des sources? Ou bien c'est tout simplement votre expérience et celle de Julie Gauthier, qui a aussi une grande expérience d'apnéiste, qui est fille de danseuse également, qui a créé ces petits bijoux artistiques? Ou bien vous avez quand même nourri tout ça? Alors, c'est vraiment la nourriture première, c'est notre ressenti sous l'eau. Et la nourriture aussi, première, c'était de dire, alors ça peut paraître très prétentieux, mais ça ne l'est pas du tout, hein, mais c'est de dire, qu'est-ce qui a déjà été fait et on ne refait absolument pas ce qui a déjà été fait. C'était de dire, essayons d'être totalement innovants. Donc, pour moi, regarder ce qui existe et se dire, ne faisons pas la même chose, c'est de l'inspiration. C'est une source, c'est une forme d'inspiration. Et ensuite, il y a eu aussi de l'inspiration, pas forcément dans des œuvres complètes, mais en tout cas dans des plans, des mouvements de caméra. Moi, je sais que, en regardant des films, je ne suis pas cinéaste à la base, pas du tout, et Julie non plus, mais on avait probablement quelque part un instinct artistique, une intuition, et à partir du moment où on a commencé à faire des images, on a regardé le cinéma et les documentaires autrement, et oui, c'est vrai que moi, mon leitmotiv, c'était qu'est-ce qui est fait sur Terre que l'on peut amener dans l'eau? Quels sont des mouvements de caméra, des images, des axes que l'on retrouve dans les films sur Terre, qui sont des grands codes utilisés dans les films sur Terre, des travelling arrière, des travelling latéraux, des mouvements de drone, qui sont associés à du terrien et à de l'aérien, mais qu'on ne retrouve pas sous l'eau. Parce que sous l'eau, très souvent, c'est un peu les mêmes types de plans que l'on retrouvait. Et moi, j'étais lassé de tous ces plans-là. Et avec Julie, on s'est dit, bon, il faut vraiment qu'on propose un regard différent. Et le fait qu'on soit apnéiste, ça nous amenait de toute façon un regard différent, puisque la plupart des films sous-marins sont réalisés en bouteille et sont réalisés par des gens qui respirent sous l'eau. Et ça amène un autre point de vue. Nous, en apnée, on a une liberté. Moi, en tant qu'acteur, Julie en tant que caméraman, et on a composé avec tout ça. Petit questionnaire de Proust, c'est une tradition dans ce podcast. Ça permet d'avoir un regard différent, de surprendre un peu les invités et d'avoir une vision plus intime d'eux sans être indiscret. Guillaume Néry, si la réincarnation existe, quelle a été votre dernière vie? Dans cette vie aujourd'hui, j'ai beaucoup de chance, donc je pense que j'ai dû faire des trucs pas trop mal dans ma vie d'avant. Et comme j'ai tout le temps envie sous l'eau de voler, je pense que j'ai été un animal aérien. Donc j'ai dû être un aigle royal. Et puis dans cette vie-là qui est terrestre et aquatique, j'ai amené ça, ces expériences de vol, je les ai amenées sous l'eau. D'accord, d'un aigle à un dauphin. Si Dieu fait du sur-mesure, à quoi ressemblera votre paradis là-haut dans le ciel et votre enfer? Alors, mon paradis, en fait, j'ai l'impression qu'il existe en fait en vrai. Je l'ai trouvé un peu en Polynésie avec ces montagnes qui se jettent dans la mer avec une eau translucide, avec des poissons, du corail. Et avec une vie luxuriante. Ouais, je pense que un peu comme Brel ou Gauguin, je pense que mon petit paradis, il ressemblerait pas mal à des îles polynésiennes. Et votre enfer? Mon enfer, ça serait... alors j'ai lu un livre il y a 1 an et demi qui s'appelle Épépée, qui est un livre hongrois et qui est un peu une traduction de ce que peut représenter l'enfer. Très rapidement, c'est un homme qui se retrouve, qui ne comprend pas pourquoi, il se retrouve dans un endroit, il atterrit, il est censé aller à un colloque un colloque linguistique, c'est un grand linguiste, et il atterrit dans un endroit qui est une ville sans fin, grise, où il n'y a pas de soleil, et vraiment, il n'y a pas de frontière, on ne voit pas la fin de la ville, et où les gens parlent un dialecte qu'il est incapable de reconnaître. Et donc, il ne peut pas rentrer en communication avec absolument personne. Il ne sait pas où il est, il ne sait pas
comment en sortir. Et ce sont des rues sales avec des buildings et une ambiance grisâtre permanente et où les gens sont sont des gens pressés qui ne rentrent pas en communication avec lui. L'horreur absolue. Mon enfer, c'est le décor de ce livre épépé. Quel est le plus grand de vos petits plaisirs coupables? Le plus grand de mes plaisirs coupables. Moi, je suis un épicurien. J'aime les belles choses de la vie, donc j'aime soit la très bonne nourriture ou les petits plaisirs gustatifs. J'adore une magnifique coupe de champagne ou un super bon vin. Alors, on s'imagine qu'un apnéiste, ça a une vie monacale. Pas du tout. Oui, évidemment, j'ai une vie très équilibrée. Je fais attention à tout. Je mange local, bio, etc. Mais je suis jamais contre ces petits plaisirs-là. La petite coupe, le petit verre de vin à 19h. Ça, c'est magique. Quand est-ce que vous vous êtes magistralement trompé pour la dernière fois? Oh euh, d'être revenu en France après mes quelques mois en Polynésie. J'aurais dû Oui, repousser mon billet. effectivement. En pleine ambiance Covid. Quelle est la situation dans laquelle vous vous sentez le plus obligé de faire semblant? C'est horrible, hein, mais quand au bout de 25 ans, quelqu'un vient me dire avec beaucoup d'innocence, il vient me poser une question à laquelle j'ai répondu des milliers de fois et à laquelle il faut que j'arrive à faire comme si c'était la première fois, que je réponde avec beaucoup de simplicité et d'humilité et de gentillesse, mais comment vous faites est-ce que vous faites des paliers de décompression quand vous faites vos apnées? Oui, Je la comprends cette 10 question, minutes à moins 5 mais mètres. je la comprends cette question quand on ne connaît pas mais là c'est vrai que j'essaie de faire semblant de dire ah oui c'est une question intéressante et je réponds avec beaucoup de gentillesse et de simplicité, bien qu'au fond de moi j'ai envie de dire oh, quand même ça fait à peu près 5000 fois que je réponds à cette question. Quel est parmi vos défauts celui auquel vous tenez le plus? Je dirais mon enthousiasme, parce que des fois ça m'amène à être dans un trop grand débordement, et des fois ça peut m'amener sans m'en rendre compte à amener les gens dans mon délire, alors qu'ils n'ont pas forcément envie de le suivre. Alors c'est un défaut parce que des fois ça va trop loin, mais en même temps je pense que je serais très triste si je devenais si j'avais un électroencéphalogramme plat et que je manifestais plus mes débordements d'émotions. De quel personnage historique ou de fiction aimeriez-vous vivre la vie? La vôtre est pas mal, hein, mais si vous deviez en avoir une autre. C'est pas mal hein, déjà. Non, donc Joker ou quand même, vous avez une idée? Joker, ouais, Joker. Quel est le dicton ou la citation que vous répétez le plus souvent? Euh, Il y en a plusieurs, mais je dirais, alors c'est pas vraiment des dictons, mais c'est comme des petits mantras. Notamment ces derniers temps où j'ai eu des moments un peu moins faciles, malgré la vie de rêve que je semble mener, il y a eu des moments un peu compliqués. Tout passe. Ça, c'est vachement important de se dire que dans la vie, tout passe. Et c'est valable pour les sales moments comme pour les bons moments. Il faut arriver à ne pas s'accrocher à ce que l'on vit. C'est-à-dire il faut arriver à le vivre pleinement. Les moments merveilleux, il ne faut pas se dire ah, je veux que ça soit comme ça tout le temps, parce que bah non, il y a des moments merveilleux et un moment merveilleux va succéder à un moment moins cool. Et pareil, quand on vit un moment qui n'est pas agréable, il faut se dire qu'il va passer et qu'après ça sera toujours mieux. Je crois que c'est une belle conclusion. J'ai pris un plaisir énorme à vous écouter. Pour moi, vous êtes l'homme qui a vécu 3 vies et 2 métamorphoses. Il y a eu l'enfant, il y a eu l'athlète, maintenant il y a l'artiste. Et c'est assez incroyable de voir de quelle manière ces derniers temps votre vie, ce que vous filmez, semble avoir été touché par la grâce. Je suis impatient de voir ce que vous allez créer. Vous avez eu le prix Ricoh, qui est un prix international pour vos photographies sous-marines qui sont un peu moins connues que vos vidéos. Il y a eu 151 millions de vues pour une vidéo à laquelle vous avez participé, qui est un clip pour Beyoncé et Naughty Boy. Je sais qu'il va y avoir des choses extraordinaires et je vous avoue que je vais continuer à vous suivre et que je serai là pour regarder tout ça. Merci beaucoup.
Retrouvez cet entretien en version longue sur les chaînes YouTube du Figaro Live et de Benjamin Lubzinski. Dans le prochain épisode, vous pourrez expérimenter une séance d'hypnose directement inspirée par l'univers de notre invité.